Bonjour, Monsieur Anthony. Merci beaucoup pour votre présence avec moi aujourd'hui. Je suis ravie de faire cet entretien avec vous. Je suis Christine Cozal, je suis diététicienne nutritionniste et je suis en train de poursuivre mon master M2 à EDNH Paris. Aussi, mon ambition est de poursuivre un doctorat dans ce domaine à cause de ma passion pour ce domaine et pour la recherche scientifique. Tout d'abord, je vais vous présenter. Vous êtes Anthony Fardé, chercheur renommé dans le domaine de l'agroalimentaire et de la nutrition. Vous avez obtenu votre diplôme d'ingénieur en agroalimentaire de l'AgroParisTech et vous avez poursuivi vos études pour décrocher un doctorat en nutrition humaine à l'Université d'Aix-Marseille. Vous avez mené des recherches de laboratoire à l'INRA 10 ans, à l'IRD et chez Danone LU sur les différents produits céréaliers. Depuis 2010, votre travail consiste principalement en des analyses de données alimentaires selon une approche empirico-inductive, du réel vers la théorie et holistique, recherche des liens entre les parties des systèmes complexes, que ce sont les aliments et l'alimentation, collecte, analyse, synthèse et diffusion de nouveaux concepts, théorie et au paradigme pour l'alimentation préventive et durable à travers des revues de synthèse qualitative, quantitative et quantitative qualitative. La feuille de données constitue votre principale méthodologie quantitative. Vos travaux ont généré de nouveaux concepts holistiques tels que la règle des 3V, qui est variée, vraie et végétale, et le HCM, Healthy Core Metabolism, ou le lien entre perte d'effet matrice des aliments et maladies chroniques. Vos activités de chercheur incluent aussi de nombreuses activités d'expertise. Vous avez exercé un mandat de 3 ans auprès de l'ANSES dans le CES Nutrition de 2012 à 2015. Aujourd'hui, votre expertise inclut bien le secteur public que privé. Et les résultats de vos activités de recherche sont ensuite publiés sous différents formats à l'attention de différents publics et servent ainsi de support à votre activité d'animation, de la recherche et de la vulgarisation scientifique. Votre projet de recherche actuel depuis 2014 consiste en la caractérisation systématique et générique des liens entre degrés de transformation des aliments et leur potentiel santé, avec un focus sur les aliments ultra transformés dans le cadre de systèmes alimentaires durables et selon une approche holistique. Et aujourd'hui, nous allons discuter de votre étude la plus récente, qui est les maladies chroniques sont d'abord associées à la dégradation et artificialisation des matrices alimentaires plutôt qu'avec la consommation de la nourriture. La qualité des calories compte plus que la quantité des calories. Alors, pouvez-vous donner une petite idée premièrement sur cette étude qui a été publiée en 2022? Oui, alors en fait, on a essayé de rassembler toute la littérature scientifique pour qui relie l'effet matrice des aliments et la santé. Il faut rappeler qu'avant cette étude, nous avions beaucoup publié sur les approches holistiques et réductionnistes de l'alimentation, de la nutrition, et nous avions conclu qu'il fallait sortir de l'approche par nutriments pour revenir à l'aliment dans sa complexité. Ce qu'on appelle la complexité de l'aliment, c'est sa matrice, c'est-à-dire le résultat de l'interaction des nutriments entre eux qui donne la structure de l'aliment ou son architecture tridimensionnelle. Donc, ce qui est important, c'est qu'on mange d'abord des matrices et on ne mange pas des nutriments. Et la matrice, elle inclut les nutriments, mais les nutriments n'incluent pas la matrice. Si vous faites une amande entière, l'amande entière inclut les nutriments de l'amande. Par contre, si vous faites une amande reconstituée à partir d'une poudre de nutriments, cette poudre n'inclut pas la matrice. Donc, la matrice vient en premier et il faut bien considérer, alors séparément, entre guillemets, la matrice des nutriments. Nous avions également, précédemment à cet article, redéfini le potentiel santé d'un aliment que nous avions publié. Le potentiel santé d'un aliment combine à la fois l'effet matrice et l'effet composition. L'effet composition, c'est de quoi est composé un aliment, le devenir métabolique des nutriments de l'aliment. Mais c'est la matrice la plus importante parce que
la matrice d'un aliment joue des rôles essentiels sur la santé, sur la satiété, la mastication, la régulation de la prise alimentaire, la vitesse de transit digestif, le métabolisme des nutriments et la cinétique de libération des nutriments, sucre lent, sucre rapide, protéines lentes et rapides, index glycémique, métabolisme des lipides différents selon la cinétique de libération des lipides. La matrice joue un rôle sur la sécrétion des hormones, l'insuline, la leptine, la gréline, etc. Et elle joue un rôle fondamental sur la synergie d'action des composés, ce qui veut dire qu'un composé est protecteur en synergie avec les autres composés de la matrice, et que si vous isolez ce composé de manière par cracking alimentaire et que vous le mettez ensuite dans un nouvel aliment, dans des matrices nouvelles ou dans des compléments, il n'a plus ce même effet protecteur puisqu'il n'y a plus la synergie avec les autres composés. Donc, il faut bien distinguer la matrice de la composition, et c'est tous ces travaux antérieurs qui nous ont amenés à cet article de 2022 pour conclure et démontrer, sur la base de nos travaux antérieurs et de la littérature scientifique, que les maladies chroniques sont bien liées à la dégradation et à l'artificialisation des matrices alimentaires. Pour dire les choses autrement, il n'y a pas de bons et de mauvais nutriments. Si vous voulez, les nutriments dans l'aliment sont neutres au départ, et c'est la qualité de la matrice qui va déterminer l'effet bénéfique ou délétère du nutriment. On le voit très bien avec les sucres lents et les sucres rapides. La composition est la même, mais c'est en modifiant la matrice que les glucides sont libérés plus ou moins vite. Et on sait par exemple qu'une matrice trop dégradée va favoriser des index glycémiques élevés et une libération trop rapide des glucides. Et on sait que de consommer très fréquemment des glucides rapides avec des aliments aux index glycémiques élevés n'est pas favorable à la santé. Et donc là, on est bien dans un effet matrice, c'est-à-dire que ce n'est pas la composition qui joue, c'est bien la qualité de la matrice. Et qu'est-ce qui définit la qualité de la matrice? C'est le degré de transformation de l'aliment. Donc en fait, il y a une hiérarchie qui est la transformation de l'aliment, qui agit d'abord sur la matrice et qui ensuite va gouverner le devenir métabolique des nutriments. Il n'y a donc pas de bons et de mauvais nutriments, il n'y a que de bonnes et de mauvaises matrices et de bons et de mauvais degrés de transformation. Donc, on est arrivé à ce résultat important de hiérarchiser tout ça, mais dans le bon ordre. Et donc, pour nous, cet article de 2022 est important parce qu'on est les premiers au monde à avoir publié le fait que les maladies chroniques sont d'abord une question de matrice alimentaire dégradée et artificialisée. Et on s'est aussi basé sur tous les travaux sur l'ultra-transformation des aliments, puisque justement, les aliments ultra-transformés sont des aliments avec des matrices souvent très dégradées et artificialisées, et qui vont justement, parce que la matrice n'est pas en bon état, vont déréguler le devenir métabolique des nutriments. Donc voilà, donc on a essayé de remettre de l'ordre dans tout ça, de hiérarchiser l'information et d'aller du global, la matrice, au spécifique, les nutriments, mais pas dans l'autre sens. C'est pour ça ensuite qu'on conclut qu'il faut des scores, pour les scores alimentaires, il faut des scores qui prennent en compte le degré de transformation et donc indirectement la qualité matricielle des aliments. Et il faut donc des scores qui soient basés sur la qualité des ingrédients qui composent l'aliment et non pas sur la composition, en première intention. Donc, quand vous avez mené l'étude, avant de mener l'étude, quels étaient les principaux objectifs de votre étude et pourquoi ont-ils choisis? La question qu'on s'est posée, c'est jusqu'à très récemment, on a toujours essayé de relier les maladies chroniques aux nutriments, ce qui a donné des régimes nutricentrés, par exemple le régime hyperprotéiné, le régime allégé en gras, le régime de restriction calorique, le régime low glycemic index, low GI. On voit que tous ces régimes sont nutricentrés et ne s'adressent qu'à un nutriment en particulier, c'est-à-dire à une partie de l'ensemble. Or, ces régimes ne marchent pas en préventif. Et on s'est aussi rendu compte, c'était d'autres articles qu'on avait publiés précédemment, qu'on peut remplir tous ces besoins nutritionnels et pourtant tomber malade chronique. Donc, ces 3 études qu'on avait réalisées en France, Chine et Inde, où on observait que les besoins nutritionnels s'amélioraient, notamment en Chine, en Inde,
qu'en France, ils étaient plutôt corrects et que pourtant les maladies chroniques continuaient à progresser. Et donc, on s'est dit, les maladies chroniques sont pas une question de nutriments d'abord. Ça vient d'autre chose. Et quelle est la grande caractéristique qu'on a observée en France, Inde et Chine? C'est que les gens se sont mis à consommer de plus en plus d'aliments industriellement transformés et ultra transformés. Et donc, voilà. Et donc, en fait, on voit bien qu'on peut ne pas dépasser les quantités de calories recommandées, ne pas avoir de carence et de déficience et faire un diabète ou une obésité ou un foie gras humain. Et donc, on voit bien que la cause, elle est ailleurs que dans la composition de l'aliment. Et c'est ce qui nous a amené donc à développer ce nouveau concept qu'on appelle des théories empirico-inductives et holistiques ou unificatrices, comme sont les 3 V d'ailleurs, vrai, végétal, varié, hein, c'est-à-dire qu'on part des données et on essaye de reconstituer le lien entre les données pour élaborer ce qu'on appelle des théories unificatrices. Donc les 3 V en font partie et cette étude dont vous parlez, le fait de relier les maladies chroniques à l'effet matrice est aussi une nouvelle théorie unificatrice. Donc l'objectif, c'était d'essayer à partir de la littérature scientifique et de nos travaux antérieurs, de démontrer par A plus B que les maladies chroniques sont bien liées à la dégradation de l'effet matrice et à l'artificialisation des matrices alimentaires. D'accord. Donc, pourquoi vous avez choisi de vous concentrer sur l'impact de la transformation des aliments sur la santé plutôt que la simple composition nutritionnelle? Parce qu'en fait, on s'est beaucoup focalisé pendant très longtemps, pendant des décennies, sur l'impact de la transformation sur la composition. On sait tous que la transformation modifie la composition, que ce soit des traitements thermiques, mécaniques, fermentaires, ou même l'ajout de sucres et des gras d'ingrédients culinaires pour la conservation. Donc ça, c'est quelque chose qui est très connu. Par exemple, le raffinage du grain de blé. Dans une farine blanche, vous avez 90% de fils, minéraux et vitamines en moins. Donc ça c'était connu. Par contre, on s'est très peu focalisé sur l'impact de la transformation sur la matrice. Et ça, c'est mes travaux depuis 25 ans. J'ai toujours travaillé sur ce sujet. Et pourtant, c'est fondamental parce que si l'on revient à ce qu'on disait tout à l'heure, comme c'est la matrice qui va donner la valeur aux nutriments, c'est la qualité de la matrice qui donne la qualité des nutriments. Les nutriments sont neutres. Eh bien, on a trouvé naturel de travailler sur l'impact de la transformation sur l'effet matrice. Par exemple, les pâtes alimentaires, c'est leur matrice qui fait que ce sont des sucres lents. C'est pas leur composition. Et donc, c'est bien la transformation qui structure un réseau protéique, le réseau de gluten, autour de l'amidon, qui l'encapsule. Et c'est cette matrice créée par la transformation qui vont faire que les pâtes sont un sucre lent et un aliment de bonne qualité nutritionnelle. Donc, la transformation est essentielle et elle a souvent été négligée, malheureusement, puisqu'on était focalisé essentiellement sur les nutriments. Et les nutriments, c'est pas de la transformation. Donc, quand on fait un aliment enrichi ou allégé en nutriments, c'est pas vraiment de la transformation, c'est juste de la formulation. Donc, on voulait revenir à l'impact de la transformation. Et pour conclure, on s'était rendu compte aussi que, bon, en gros, avant l'avènement de l'ultra-transformation, il existait 4 types de traitements technologiques, thermique, mécanique, fermentaire et l'ajout d'ingrédients culinaires. Et nous avions observé qu'avec ces 4 traitements qu'on utilise depuis des milliers d'années, qui sont des traitements traditionnels qu'on peut utiliser à la maison, on n'avait jamais observé un tel niveau de maladie chronique. Et ce qui nous a mis la puce à l'oreille, c'est que les maladies chroniques ont commencé à exploser dans le monde avec l'avènement de l'ultra-transformation dans les années 60, 70, 80. Donc, il y a un parallèle entre cette industrialisation massive de nos aliments, cette ultra-transformation et l'émergence des maladies chroniques. Et donc, on s'est dit, il y a bien un lien qui a ensuite été confirmé par d'autres chercheurs, puisque je ne suis pas épidémiologiste, entre l'ultra-transformation et les maladies chroniques. Et aujourd'hui, 204 études épidémiologiques tendent à montrer que les gros consommateurs ou les consommateurs excessifs d'ultra-transformés sont plus à risque de maladies chroniques et de mortalité précoce. Et donc, quand on parle d'ultra-transformation, on parle d'abord d'effet matrice dégradé, avant de parler de composition. Parce que, par exemple, un soda zéro sucre n'a pas vraiment de sucre, et pourtant, il est ultra-transformé et peut poser un problème pour la santé. Donc, on voit bien qu'on va beaucoup plus loin que la composition. Et donc, on est sorti, pour conclure, de l'approche réductionniste, ultra-réductionniste, nutri-centrée, pour aller remonter vers la globalité de l'aliment avec une approche holistique
de la complexité de l'aliment et de la transformation. Donc, si on comprend bien que quand la matrice est dégradée et plus dégradée, donc l'aliment est plus transformé et il peut apporter plus de problèmes de santé, d'après vous. C'est ça. Plus on déconstruit l'aliment, plus on casse les liens entre les nutriments, plus on va générer de la maladie. Et c'est un mécanisme universel qu'on retrouve dans d'autres domaines, qu'on retrouve dans l'agriculture intensive ou l'agroécologie. Par exemple, l'agriculture intensive a cassé les liens du système alimentaire, du paysage, pour optimiser quelques parties du paysage. Donc, on va prendre juste une variété et on va enlever tout ce qui empêche l'optimisation d'une partie. Et donc, on casse les liens dans le système paysager pour optimiser une partie du système. Eh bien, c'est ce qu'on a fait pareil avec l'aliment et les nutriments. Et par contre, l'agroécologie ou l'agriculture bio est holistique parce qu'au contraire, elle reconnaît que ce sont les liens entre les parties du système qui sont porteurs de santé, porteurs de résilience, porteurs de vie. Par exemple, dans l'agroécologie, on va prendre en compte la polyculture, la rotation, la santé des sols, le lien entre les haies, les arbres et les cultures. Voilà, donc on est dans une vision holistique où c'est le lien entre les parties du système qui est porteur de santé. Et donc, dans l'aliment, on est arrivé à cette conclusion également que ce sont les liens entre les nutriments qui sont d'abord porteurs de santé avant les nutriments eux-mêmes. Donc, il faut respecter la qualité de ces liens. Et dans l'ultra-transformation, justement, on déconstruit ces liens, on les casse, on en crée des nouveaux qui sont artificiels et que notre organisme peut-être ne sait pas reconnaître. Et c'est par ce processus qu'on contribue à générer de la maladie chronique parce qu'on dérégule l'acte alimentaire, on dérégule la mastication, on dérégule le devenir métabolique des nutriments. Donc, il faut absolument sortir d'une vision nutricentrée parce qu'une vision nutricentrée ne nous aidera pas à lutter aujourd'hui contre les problèmes, les grands problèmes, les grandes problématiques de notre siècle, que sont l'alimentation saine et durable et les maladies chroniques. Donc, il va falloir revenir à une approche holistique pour lutter, pour protéger la planète, les systèmes alimentaires et notre santé. Il va falloir absolument revenir à cette approche holistique. Donc, on peut dire quand on casse, par exemple, le lien entre les nutriments, on peut parler des calories vides, des aliments qui apportent des calories à notre organisme sans apporter des bénéfices. Oui, alors, effectivement, alors, il y a même des produits non ultra transformés sont des calories vides. Par exemple, les céréales très raffinées, c'est des calories vides, puisqu'il y a quasiment plus de fibres, minéraux et vitamines. Donc, en fait, une calorie vide, c'est un concept des années 90 qui définit des aliments qui n'apportent que de l'énergie et pas de micronutriments protecteurs. Parce que les minéraux vitamines, oligo-éléments n'apportent pas d'énergie. Ce sont de calories, ce sont des composés qui vont jouer des rôles fondamentaux dans l'organisme pour le fonctionnement du métabolisme, antioxydants, anti-inflammatoires, etc. Et les calories vides qui caractérisent la malbouffe, c'est qu'on a tellement raffiné les aliments, on les a tellement additionnés de sucre et des gras qu'il y a beaucoup moins de composés protecteurs, d'où le terme de calories vides. Vide de quoi? Vide de composés protecteurs, fibres, minéraux, vitamines, oligo-éléments. Alors, il peut en rester un petit peu. Donc, pour répondre à votre question, oui, si on fait toutes les études publiées à ce jour dans le monde, montrent que globalement, les ultra-transformés contiennent moins de micronutriments protecteurs, ce qu'on appelle une densité nutritionnelle qui est plus faible. Mais vous pouvez aussi avoir des aliments ultra-transformés que l'on va enrichir de manière artificielle avec des minéraux, des fibres, des vitamines, comme des céréales du petit déjeuner, par exemple. Mais le fait qu'on ait besoin de les enrichir montre bien qu'ils ont été beaucoup dégradés à l'origine, sinon on n'aurait pas besoin de les enrichir. Donc effectivement, on peut parler dans l'ultra-transformation de calories vides, mais tous les aliments ultra-transformés ne sont pas des calories vides. D'accord, d'accord. Donc, en revenant sur l'étude, comment avez-vous conçu la méthodologie de votre étude? Quels ont été les principaux choix méthodologiques et pourquoi ont été faits? Alors cette étude n'est pas une étude classique de laboratoire, c'est plus une étude qu'on appelle preuve de concept. En fait, c'est de la fouille de données, donc on est parti d'abord de nos travaux antérieurs et on a étudié toute la littérature scientifique pour essayer de reconstituer des liens entre les résultats publiés et arriver à cette preuve de concept qui est que les maladies chroniques sont d'abord dues à la dégradation et à l'artificialisation des matrices plutôt qu'à la composition. Donc c'est ce qu'on appelle, on est plus dans une approche qu'on va appeler empirico-inductive, c'est-à-dire que cette conclusion est plus basée sur de l'induction et de l'intuition que sur de la déduction.
Mhm. Euh, pour bien comprendre la démarche, en recherche, vous avez deux grandes approches. L'approche classique que tout le monde connaît, qui est dominante, hypothético-déductive et réductionniste. C'est-à-dire qu'on pose une hypothèse, on la teste en laboratoire dans des conditions contrôlées et réduites. Donc, plutôt réductionniste. Là, on est plus dans une approche sans a priori, plus ouverte, où on utilise tout ce qui a été publié, on essaye de recréer du lien entre les données publiées et nos travaux antérieurs pour élaborer ce qu'on appelle des théories paradigmes ou concepts holistiques et unificateurs. Et la conclusion que les maladies chroniques sont liées à la dégradation et à l'artificialisation des matrices alimentaires fait partie de ce qu'on pourrait appeler une théorie holistique ou unificatrice. Donc, c'est une méthode qui est plus qualitative que quantitative, souvent dans l'approche empirico-inductive, et plus intuitive que déductive. D'accord. Et donc, comment vous avez sélectionné les données scientifiques utilisées dans votre recherche et quels critères vous avez utilisés pour leur inclusion? Alors, en fait, dans notre recherche bibliographique, donc par des mots-clés, comme on fait d'habitude sur des moteurs de recherche, qui sont Easy Web of Science, PubMed, etc., on avait deux domaines. On avait d'abord effet matrice et santé et devenir métabolique et métabolisme. Donc, on a sélectionné toutes les études sur comment la structure et l'effet matrice de l'aliment impactent le métabolisme, la physiologie et la santé. Donc, ça, je connaissais bien puisqu'on avait publié un ouvrage collectif en 2013 sur le sujet. Et ensuite, on a sélectionné toutes les études sur l'ultratransformation puisque on sait déjà que les aliments ultra-transformés ont des matrices dégradées, on le savait, et artificialisées. Donc, c'est la synthèse de ces deux approches bibliographiques, ces deux recherches bibliographiques, donc sur l'ultra-transformation et sur l'effet matrice et la santé, qui nous ont amenés à ce résultat et à cette conclusion. D'accord. Et quels sont les principaux résultats de votre étude et comment ces résultats répondent-ils à vos objectifs de recherche de début? Ben, en faisant la synthèse de tous ces travaux, on est arrivé à cette conclusion qu'effectivement, les maladies chroniques sont donc d'abord et avant tout liées à la dégradation et à l'artificialisation des matrices alimentaires. Donc, bah, c'était la réponse à la question qu'on se posait. Ensuite, on s'est rendu compte quand même que les nutriments pouvaient compter quand on ajoutait trop de sucre, sel et gras. Mais après, en deuxième, mais on revient toujours à l'effet matrice, c'est ce qu'on s'est rendu compte, parce que quand on dit ajout, il ne faut pas regarder le mot sucre et gras, il faut regarder le mot ajout, c'est-à-dire que c'est le fait qu'ils soient ajoutés qui pose problème, c'est-à-dire qu'ils n'ont plus de matrice, que le gras, quand le gras et le sucre sont déjà extraits de leur matrice et remis dans des aliments, on est bien dans des nutriments qu'on qualifie de amatriciels ou acellulaires, c'est-à-dire qu'ils ne sont plus dans des cellules ou des matrices. Donc finalement, on retombe toujours sur l'effet matrice, même quand on ajoute du sucre et du gras. Et ce qui nous a amené dans ce papier à une deuxième conclusion sur la règle des 3V qu'on avait élaborée auparavant. Donc ça a été la deuxième partie de ce travail dans ce papier où on a pu présenter pour la première fois la hiérarchie de la règle des 3V qui est vrai, végétal, varié. C'est-à-dire, cette première conclusion a amené à cette hiérarchie dans le sens où il faut d'abord séparer les vrais des faux aliments ultra transformés sur la base de l'effet matrice. Ensuite, dans les vrais aliments, on végétalise et on varie, mais à l'échelle du régime. Donc, on retrouve dans cette hiérarchie l'effet santé d'un aliment qui est basé sur à la fois la matrice et la composition. Donc, pour résumer, le vrai, on choisit un aliment sur le vrai qui renvoie au degré de transformation et à l'effet matrice. Et ensuite, on végétalise davantage et on varie à l'échelle du régime qui renvoie cette fois-ci à l'effet composition. Le fait de varier les aliments végétaux et animaux, c'est pour un équilibre nutritionnel à l'échelle du régime. Mais tant qu'on n'a pas séparé les aliments vrais, c'est-à-dire pas peu ou normalement transformés, des ultra transformés, ça ne marche pas. Donc ça a été la deuxième conclusion d'article, qui a été un rebond qu'on n'avait pas anticipé, qui a été cette hiérarchie qui pour nous est fondamentale pour la société, pour le public et pour faire ses choix alimentaires. Donc voilà un petit peu quelle a été la démarche de cet article qui nous a amené donc à ces deux conclusions qui pour nous sont fondamentales.
Donc, c'est comme ça que vous avez intégré la dimension de la variété alimentaire dans cette recherche. Alors, si vous voulez, dans la règle des 3V, le végétal était connu. On sait qu'il fallait réduire les produits animaux, en manger moins. Et le varié est quelque chose de connu depuis très longtemps. Donc, ça, on n'a rien inventé du tout. Par contre, l'originalité a été d'introduire Les dans la... aliments vrais. Voilà, c'est ça. C'est-à-dire qu'en fait, dans la relation alimentation-santé, on connaissait ces deux dimensions, mais on n'avait jamais intégré la dimension du degré de transformation. Et pas de chance, c'était la plus importante des trois. Donc, on a reconstitué le puzzle, toujours dans cette idée de théorie empirique et unificatrice et holistique. Et donc, ça faisait une troisième dimension, mais qui était très importante parce que si vous dites de végétaliser, mais que vous végétalisez avec des produits végétaux ultra transformés ou de la chimie comestible, ce ne sera pas meilleur à long terme pour votre santé et les systèmes alimentaires. Donc, l'originalité a été d'inclure cette troisième dimension et surtout, dans cet article que vous mentionnez, de hiérarchiser les trois dimensions, ce qu'on n'avait pas fait en 2016 quand on avait identifié les trois dimensions. Donc, entre 2016 et 2022, il nous a fallu 5 à 6 ans, 5 ans, pour découvrir cette hiérarchie. Voilà. Mais toujours, je le rappelle, selon une approche empirico-inductive et holistique. D'accord. Donc, quelles sont les implications pratiques de vos résultats pour la santé publique et pour les recommandations alimentaires et quelle contribution à la science donnent cette étude et ces résultats de cette étude? Bah, pour nous, ils sont gigantesques. Ça veut dire que le Programme national nutrition santé ne devrait pas se baser sur les groupes d'aliments ou les nutriments, mais sur l'effet matrice et le degré de transformation, pour avoir un impact sociétal fort. Donc, ça voudrait dire que les recommandations alimentaires devraient toujours tourner autour de l'effet matrice. Et pour nous, ça tient dans l'arbre de décision ou l'arbre hiérarchique des 3V. Vrai, végétal varié, et au sein des vrais aliments, limiter l'ajout de sel, sucre et gras. Mais dans le sens où ce sont des ajoutés, donc ce sont des nutriments sans matrice. C'est ça qui est important. Donc finalement, tout tourne autour de l'effet matrice. Et puis aussi une autre recommandation qui est de favoriser les aliments solides à liquides. Et là, on est toujours aussi dans l'effet matrice, ou de favoriser les féculents complets à raffiner. On est toujours dans l'effet matrice. Donc on voit bien que tout tourne autour de l'effet matrice à l'origine. Donc il faut changer nos recommandations de santé publique et les faire tourner autour de l'effet matrice et donc du degré de transformation, et non pas de la composition. Or, le PNNS depuis 2001 a été beaucoup trop réductionniste et pas assez qualitatif et holistique. Il a été beaucoup trop réductionniste et quantitatif. C'est probablement une des raisons pour lesquelles il n'a pas marché et que pendant la durée du PNNS, obésité, diabète, stéatose hépatique et hypertension ont toutes progressé et ont globalement tout été multiplié par 2. Donc, voilà, c'est important aussi que les chercheurs prennent leurs responsabilités et se posent des bonnes questions sur comment ils communiquent à la société, parce que on s'est aussi rendu compte que la société était réceptive à des messages holistiques et qualitatifs, et non à des messages réductionnistes et quantitatifs. Donc, il a été important pour nous. Donc, on pense que bien manger est très simple en théorie si on adopte une approche holistique. Donc, nous, ce qu'on prône, c'est des messages holistiques et qualitatifs et centrés sur l'effet matrice, que ce soit pour la santé humaine, mais aussi pour les systèmes alimentaires et la planète. Donc, non plus sur les nutriments, mais sur la matrice et le degré de transformation. Donc, voilà pour nous quelles sont les conséquences. Donc, pour nous, c'est un changement de paradigme qui est très important et que j'espère sera de plus en plus pris en compte. En tout cas, il est clair qu'aujourd'hui, dans la recherche mondiale, l'ultra-transformation est de plus en plus étudiée et l'effet matrice est de plus en plus considéré, même si il y a encore du travail et des combats à mener. On voit d'après l'INSEM que la consommation des aliments ultra-transformés en France dépasse les 30% des apports caloriques journaliers. Et on voit d'après toutes ces études l'importance d'éduquer le consommateur français ou bien les consommateurs en général sur l'importance d'élaborer une alimentation qui est plus saine, une alimentation comme comme vos dimensions des études, vraie, variée et végétale, parce qu'on sait comme vous avez dit, les effets négatifs de la consommation de ces matrices très dégradées. Donc, c'est pour cela qu'on voit l'importance d'éduquer les consommateurs, de faire des programmes nutritionnels à l'école, de faire des conférences pour promouvoir une bonne alimentation, des programmes nutritionnels qui sont plus sains, plus durables. Oui,
Tout à fait. Donc, c'est une thèse que j'avais co-encadrée il y a maintenant 2 ans sur la sociologie de l'éducation à l'alimentation. Donc, l'éducation est importante. Pourquoi? Parce qu'elle permet de lutter contre l'ignorance. Et moins on est ignorant, plus on fait des meilleurs choix. D'ailleurs, tous les régimes totalitaires sur la planète essayent de maintenir les gens dans l'ignorance parce qu'il est plus facile de dominer et de maintenir et de gouverner des gens quand ils sont ignorants et d'être dans du totalitarisme ou de la dictature. Donc, plus les gens seront ignorants, plus ils feront des mauvais choix. Et justement, l'ultra transformé, ce sont souvent des aliments qui avancent à visage masqué, qui se présentent bons pour la santé alors que ça n'est pas le cas. Donc, si vous êtes ignorant, c'est facile de vous faire avoir, comme des produits bio, vegan, enrichis, allégés, sans gluten, des produits, même par exemple des laits infantiles. Tout ça, c'est des aliments ultra transformés, donc que les gens pensent sains, mais ça reste des aliments ultra transformés. Donc, si vous êtes ignorant, c'est facile de vous faire avoir, ce qui est normal. Donc, si on ne veut pas que notre ignorance soit exploitée à des fins financières ou de pouvoir, il faut éduquer les gens. C'est la voie, ça a toujours été la voie royale à long terme, l'éducation. Et donc, on sait très bien que quand on empêche les gens d'étudier, c'est un moyen de les dominer. On le voit pour les femmes dans certains pays qui n'ont pas accès à l'éducation. C'est tout simplement à cause de ça, parce que c'est une façon de maintenir les gens dans l'ignorance. Donc, l'éducation est importante. Et je pense qu'il sera important pour plusieurs générations de donner une instruction au bien manger, sain et durable, en plus de savoir écrire, lire et compter, savoir manger, parce que c'est un des grands enjeux du XXIe siècle, de nourrir 8 milliards d'êtres humains de manière saine et durable. Et pour ça, effectivement, l'éducation est sans doute l'arme la plus efficace à long terme, mais ce n'est pas la plus facile, c'est la plus longue, ça demande de la persévérance. Ce qui ne veut pas dire qu'il ne faut pas prendre des mesures politiques et voter des lois pour lutter ou pour aider les gens. Donc, les politiques peuvent jouer leur rôle, mais certainement que l'éducation, c'est quand même ce qui aura de plus efficace. Mais une éducation, rappelons-le, qui devrait être qualitative et holistique et participative, c'est-à-dire ne pas se contenter de considérer les élèves comme des récipients à remplir d'informations nutritionnelles, qui sont souvent malheureusement quantitatives et réductionnistes, c'est-à-dire glucides, lipides, protéines. Non, il faut enseigner autre chose aux jeunes. Il faut les faire participer, mobiliser leur expérience de vie et les amener eux-mêmes à les amener eux-mêmes aux conclusions plutôt que de leur livrer les conclusions toutes faites comme des récipients passifs. Il faut les rendre proactifs, actifs, mais être très qualitatifs et très holistiques. Comme vous avez dit que quand une personne est en train de participer à l'étude, par exemple, ou bien à l'expérience, elle aura la capacité de mieux comprendre, de changer ses connaissances ultérieures. Oui, bien sûr. On le voit, par exemple, en France, on sait quand même que les familles les plus éduquées et qui ont les revenus les plus élevés, ce qu'on appelle les CSP+, sont ceux qui mangent le mieux, qui ont le moins de diabète et d'obésité. Donc, on voit bien que le niveau d'éducation permet de faire des meilleurs choix. Et quand, évidemment, on a l'argent pour les faire, c'est encore mieux. Alors, ce n'est pas absolu, parce que nous, on a pu observer que même des familles aisées, au goûter à 16 heures, donnent à leur enfant de l'ultra transformé. Donc, ce n'est pas non plus absolu. Mais en tout cas, c'est une tendance que les enfants de familles défavorisées se préoccupent plus de la fin du mois que de la fin du monde. Et donc, leur seule préoccupation, c'est d'acheter des calories bon marché, se les mettre pour être rassasiés. Donc, c'est plus la quantité qui les préoccupe. Tandis que dans les familles plus aisées et plus éduquées, c'est plus la qualité des calories qui compte. Et donc, le bio, le fait maison, éviter les aliments industriels, etc. Donc, on voit bien qu'il y a cette tendance qui montre et qui prouve que de toute façon, plus les gens seront éduqués et moins ils seront ignorants, plus ils pourront faire de meilleurs choix, mais qu'il faudra les accompagner financièrement parce que voilà, on peut ne pas être ignorant, mais si on n'a pas l'argent pour bien manger, c'est pas évident non plus. Mais rappelons quand même qu'on peut bien manger 3V, par exemple, en hypermarché, on l'a calculé, pour le même prix qu'un caddie qui contiendrait beaucoup d'aliments ultra transformés ou de produits animaux. Donc, on peut aussi bien manger au même prix. Et là, justement, ça demande de ne pas être ignorant, c'est-à-dire de choisir des vrais aliments et de faire l'effort de changer ses habitudes alimentaires. Donc, c'est aussi possible de bien manger pour soi et la planète à un coût tout à fait raisonnable, mais pour ça, il faut se renseigner.
Bah, c'est ça, c'est dans les endroits qui sont plus précarité, si on peut dire, qu'on peut voir plus des gens obèses, plus des gens qui ont des maladies. Mais comme vous avez dit, quand on les éduque, quand on fait une éducation nutritionnelle, par exemple, on peut dépasser ce problème. Oui. Parce qu'on a la croyance de dire, par exemple, que les aliments qui sont en bonne qualité sont plus coûteux que les autres aliments. Alors, si on prend des milliers d'aliments de manière très globale, c'est une vérité. Par exemple, en France, les ultra transformés coûtent, nous, c'est ce qu'on a calculé en hypermarché, en tout cas, ça coûte 17% moins cher que les non ultra transformés. Donc 17%, c'est quand même pas anodin. Aux États-Unis, c'est 64% moins cher, c'est encore pire. Mais après, si on prend individuellement les aliments, on se rend compte qu'on peut acheter des produits qui ne sont pas du tout chers et qui sont de très bonne qualité. Par exemple, des lentilles dans une boîte de carton, qui est un aliment industriel, hein, puisque c'est emballé avec un code barre. On peut acheter des conserves, des légumes surgelés, des yaourts nature, des pâtes alimentaires. Voilà, on peut tout à fait manger correctement sur des aliments particuliers. Donc, oui, globalement, l'ultra transformé est moins cher. La malbouffe est moins chère, globalement. Mais après, aliment par aliment, on peut arriver à manger pour le même prix. D'accord. Et donc, ma dernière question pour aujourd'hui sera, quelles seraient les prochaines étapes logiques de recherche dans ce domaine, selon vous, et quels défis pourraient se poser? On sait que vous êtes en train de faire plusieurs recherches, plusieurs études pour avoir plus d'hypothèses validées dans ce domaine. Bah, en fait, les grandes questions de recherche du siècle à venir, c'est les régimes alimentaires sains et durables, l'ultra-transformation, et notamment les additifs. Donc, il y a beaucoup de recherches à mener à ce niveau-là. Nous, aujourd'hui, on est rentré dans une autre phase de nos recherches qui est de la recherche de terrain, ce qu'on appelle la recherche participative ou la recherche-action. Donc, maintenant qu'on a élaboré différents concepts qu'on appelle holistiques ou unificateurs, on veut les porter sur le terrain pour les tester sur le terrain et essayer de les activer sur le terrain. Donc, dans activer, il y a action. Et donc, pour ça, on utilise la méthode du laboratoire vivant, Living Lab en anglais, qui est une méthode holistique où on étudie les enfants dans des conditions réelles de vie, dans leur vrai environnement. Parce que si vous voulez, en laboratoire, dans la recherche expérimentale classique, réductionniste, hypothético-déductive, on est souvent quand même dans des conditions très contrôlées. Alors, pourquoi pas, on en a besoin, mais ils sont malheureusement souvent éloignés de la vraie vie, où dans la vraie vie, rien n'est contrôlé à ce point. Au contraire, les choses bougent tout le temps. On est dans de la complexité, de la multidimensionnalité. Donc, on est dans cette nouvelle approche du laboratoire vivant, où l'on travaille avec des non-chercheurs, des professionnels de la santé, de l'éducation, des associations, parents d'enfants, société civile, acteurs de la chaîne agroalimentaire, politique, etc., où avec les chercheurs, on va essayer de trouver des solutions pour rendre actifs nos résultats, nos travaux sur le terrain, pour identifier les leviers, les verrous, les pistes d'action, mais avec cette fois-ci comme finalité, et je terminerai là-dessus, comme finalité de changer la réalité, parce qu'il n'y a rien de plus dur que de changer le réel. Donc tout l'enjeu maintenant, c'est comment faire changer le réel, et pour ça, le laboratoire vivant est une nouvelle approche de recherche très intéressante et qui, je pense, va prendre de l'essor dans les années à venir. D'accord. Docteur Anthony Faté, je vous remercie infiniment pour ce temps, pour votre effort qui est consacré à promouvoir une bonne santé, une bonne alimentation, des bonnes hypothèses pour les bénéfices des êtres humains. Ben, je vous remercie, Christine, de votre confiance. Et puis, je reste disponible pour les gens qui veulent me poser des questions. Vous pouvez me contacter sans problème. Je répondrai à toutes vos questions. Merci, encore merci de votre confiance. Merci beaucoup à vous et merci pour votre participation avec moi aujourd'hui. Avec plaisir. Merci.